Bienvenue dans Parole de journaliste. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets, comme d'habitude, Kerwin bien sûr, mais je voudrais d'entrée de jeu parler de quelque chose qui me paraît un peu plus important aujourd'hui. C'est la crise en Syrie. Je ne voudrais pas faire une comparaison avec les victimes de la RDC ou les victimes d'un peu partout dans le monde, même si quand même on pourrait s'étonner du nombre des victimes en RDC. Aujourd'hui, on parle de 12 millions de morts et en Syrie, on parle de 100 000 morts. Pourtant, la communauté internationale est prête à attaquer la Syrie. Kerwin, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette façon de traiter les événements aussi bien en Syrie qu'en RDC? La réponse elle est toute simple. En RDC, c'est des pays occidentaux qui se battent et qui pillent les pays. Donc ils ne vont pas aller se combattre eux-mêmes. Tandis qu'en Syrie, c'est une guerre, je vais dire, idéologique. Les Occidentaux, dans leur hégémonie, n'acceptent pas qu'il y ait des pays qui les résistent. Et l'histoire de la Syrie, la Syrie n'est qu'une interface. Derrière la Syrie, il y a l'Iran. Et à côté de l'Iran et de la Syrie, il y a la Russie. Donc c'est la guerre froide qui revient. Les camps occidentaux, avec son bras armé, l'OTAN, ne supportent pas qu'il y ait des gens qui résistent. Comme on dit vulgairement chez nous, des têtus. Okay. On n'accepte pas des têtus. Okay. Tout le monde doit se plier, doit se mettre à genoux. Et il faut abattre la Syrie avant que l'Iran n'ait sa bombe atomique. Parce que un Iran avec la bombe atomique deviendra un pays qui a des arguments solides pour que, au Moyen-Orient, les choses ne continuent pas à se passer comme ça se passe maintenant. Mais donc, c'est ça le véritable juste problème. Le parallèle avec la RDC, pourquoi la RDC alors doit-il être abattu ou déstabilisé, puisque là tu nous expliques que la Syrie doit être déstabilisée par rapport à l'Iran, mais la RDC, quel est le mal? Quel est le point fort de la RDC pour déstabiliser l'hégémonie des Occidentaux? La Syrie, c'est idéologique, c'est-à-dire c'est des gens qui résistent à l'hégémonie, tandis que la RDC, c'est un objet de pillage. Ce n'est pas idéologique. La RDC doit tout simplement être faible parce que c'est un réservoir de matières premières. On est en train de s'en servir comme d'un réservoir. Et la population qui est dessus ne compte pas. Ils ne comptent que juste quand ils sont là pour, comme main d'œuvre, pour aider à l'œuvre de déstabilisation. Mais la RDC, il n'y a rien d'idéologique là-dessus. C'est tout simplement qu'on doit affaiblir ces pays pour mieux la piller. Bon, mieux le piller, pardon. Mais on a vu Poutine, le président de la Russie aujourd'hui, être très ferme et exiger certaines choses telles que des preuves à présenter à l'ONU afin de pouvoir prendre des décisions. S'il y a eu utilisation d'armes chimiques, Poutine exige les preuves. Pourquoi alors les Américains, les Français qui sont prêts à aller au combat ne fournissent pas ces preuves? Je sais qu'il y a eu des spécialistes de l'ONU qui étaient à Damas et qui ont fait des prélèvements, mais ils nous disent que les prélèvements prendront à peu près une quinzaine de jours pour pouvoir être examinés. De l'autre côté, on a les médecins syriens qui, eux, avaient le jour de, comment ça s'appelle, de lancement des bombes ou des gaz, avaient déjà effectué des prélèvements, mais la loi de l'ONU précise que les prélèvements doivent être réalisés par les spécialistes de l'ONU. Donc, les prélèvements recueillis au préalable par ces médecins-là qui sont dans les zones de combat ne sont pas valables. Donc, pourquoi ces Américains n'attendent pas les examens, l'analyse, pardon, de ces prélèvements pour pouvoir dire s'ils vont attaquer ou non? Parce qu'Obama vient de faire une sortie quand même qui peut encore continuer à inquiéter. Ben, le problème, c'est quoi? Les Occidentaux veulent se servir de cette attaque chimique, avec des armes chimiques, comme un prétexte pour attaquer la Syrie. Or, en réalité, nous savons que s'il faut, dans le monde actuel, s'il faut compter deux puissances spatiales, nous avons d'un côté les Américains, de l'autre les Russes. Il faut maintenant ajouter aussi l'Europe, avec les fusées Ariane.
et les Chinois qui montent de plus en plus. Mais ceux qui ont le plus grand nombre de satellites installés et qui ont une grande expertise, surtout des satellites militaires, la Russie en fait partie. Et la Russie a des images de satellites. Parce que le problème, ce n'est pas est-ce qu'on a utilisé les armes chimiques ou pas. Le problème, c'est qui les a utilisées. Les Occidentaux veulent faire croire que c'est Bachar el-Assad parce que c'est lui l'homme à abattre. Mais par contre, les Russes peuvent aussi prouver que ce n'est pas Bachar el-Assad. Ça peut être ce qu'on appelle les rebelles, appelons-les les insurgés, qui sont soutenus par les Occidentaux. Ça peut être eux. C'est ainsi qu'il y a une manipulation qui va être faite, surtout au niveau de l'information, pour faire croire au monde entier que c'est Bachar el-Assad qui a utilisé ces armes chimiques et l'attaqué. Mais maintenant, les Occidentaux sont sages, hein, parce que l'expérience irakienne a beaucoup traumatisé en Occident. Vous voyez la Grande-Bretagne, le Premier ministre veut y aller, il demande la permission au Parlement et le Parlement refuse. Moi, je pense que c'est une solution qui l'arrange. Et Obama aussi a eu un discours très offensif, mais il a précisé, nous sommes en démocratie, il faut appeler le Congrès. Tout en priant peut-être que le Congrès ne puisse pas donner cette autorisation. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les jours à venir, la France, qui veut y aller, mais sans demander l'aval du Parlement, puisse faire une reculade parce que la France n'ira que comme accompagnatrice des États-Unis. Or, les États-Unis n'iront que si le Congrès autorise. Et je ne suis pas sûr que le Congrès va autoriser. Est-ce que de toute façon, la France a une puissance de feu qui lui permet d'aller seule au combat en Syrie? C'est ça aussi. Je ne pense pas parce qu'ils n'ont pas des missiles qui peuvent tirer à bonne distance en restant eux-mêmes pas directement impliqués au sol. Et puis c'est un terrain où les gens sont tellement fanatisés que pour se défendre, pour défendre leur honneur, pour défendre leur pays, ils seront prêts à tout. Et d'ailleurs, l'Iran a prévenu que toute attaque contre la Syrie aura des conséquences au-delà des frontières syriennes. Cela veut tout dire et je pense que les Occidentaux vont réfléchir à deux fois. On avait promis, on nous avait dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ça n'a pas été le cas. On avait promis la démocratie en Irak. On a les attentats et la déstabilisation. Il y a la Libye. Bon, la Libye aussi, idem. Et même qu'on a recruté des dégâts collatéraux au niveau du Mali, que la France est empressée de rectifier. Genre, ils sont allés sauver les Mali, mais en réalité, ils réparaient les conséquences de ce qu'ils ont fait en Libye. Moi, je pense que les dirigeants occidentaux doivent faire preuve de beaucoup de retenue parce qu'une guerre en Syrie, on sait quand ça commence et comment ça commence, mais on ne sait pas quand ça va se terminer et comment ça va se terminer. Le monde actuel, avec la grande crise économique qu'on a, n'a pas besoin de tout ça. Le prix du pétrole risque de flamber et ça risque de faire beaucoup de tort à l'Afrique qui n'a pas suffisamment de réserves de devises pour l'achat du carburant. Alors Kerwin, passons directement, puisque Congo Mikili ou les autres sites qui nous diffusent, principalement sur des sites congolais, parlons des concertations nationales. Les concertations nationales arrivent, c'est pour bientôt. Il y a une date qui a été affirmée. On nous a sorti la date du 4 septembre. Le 4 septembre, ça sera donc l'ouverture par le discours du président Joseph Kabila, l'ouverture des concertations nationales, tout en sachant quand même que ça doit durer que 10 jours, parce que le 16, c'est la rentrée parlementaire. Comment réussir à travailler aussi vite, en 10 jours, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous sommes déjà le 1er. Les invitations sont parties hier, à ce qu'on a cru comprendre, pardon. Et le 4, les invités doivent déjà être à Kinshasa, prêts à discuter des difficultés que connaît la République démocratique du Congo. Comment réussir ce passement de jambes, Kerwin? La concertation dite nationale est un échec avant son commencement, un échec total, parce que ce n'est pas une concertation nationale. L'objectif de cette concertation, c'était de donner la légitimité à la personne qui n'a pas été élue et qui dirige par défi. Or, qui doivent lui donner cette légitimité? C'est ceux qui n'acceptent pas justement qu'il soit président. C'est notamment les camps de M. Etienne Tshisekedi,
l'Église catholique dans la société civile, le camp de l'UNC de M. Kamere et d'autres personnalités, disons d'autres groupements politiques sur la place. Mais M. Kamere et son clan, l'UNC, refusent finalement de participer aux concertations. Mais justement, je suis en train de démontrer pourquoi c'est l'échec. C'est l'échec parce que l'objectif, c'est la légitimité. Qui doivent lui donner cette légitimité, c'est ceux qui les lui contestent. Or, parmi ceux qui les lui contestent, Tshisekedi et son l'UDPS n'y participeront pas. Kamere et son UNC n'y participeront pas. Les cardinals Monsengo, la Senko et l'église catholique n'y participeront pas. Et ceux qui vont y aller, c'est ceux qui ont toujours accepté qu'il soit président. Donc, il n'aura pas la légitimité qu'il va avoir parce que ceux qui sont censés le lui donner à travers tous ceux qui sont derrière eux, c'est-à-dire ceux qui ont voté Tshisekedi, les catholiques et tout ça, n'y vont pas. Donc, c'est déjà un échec. Ben après. Donc, si je comprends bien, et on peut te donner ce crédit-là quand même, de finir par croire que lorsque tu nous avais qualifié les concertations nationales du congrès du PPRD, le parti du président Kabila, c'est que tu avais finalement raison de le qualifier ainsi, puisque les ténors de l'opposition ne participeront pas. Ah oui, c'est un véritable congrès du PPRD et ils ont des problèmes logistiques sérieux parce que déjà les invitations partent en retard. Le palais du peuple où doivent se tenir, parce que c'est le seul bâtiment qui peut accueillir 700 personnes à Kinshasa pour le moment. Or, ils doivent libérer les palais du peuple au plus tard avant le 16. Avant le 16. Or, avec, si les chiffres sont vérifiés, hein, plus ou moins $420 de per diem par jour, les autres vont tout faire pour que ça dure. Pour qu'ils finissent leur maison, qu'ils achètent leur voiture, qu'ils achètent leurs appartements en Europe, qu'ils donnent à leurs copines. Donc, il faut 420 fois beaucoup de jours. Ils ne vont pas accepter de finir les travaux en 10 jours. Ils vont passer leur temps au palais du peuple et ça va finir comment? Soit c'est la session parlementaire du Parlement illégal qui va attendre pour commencer un peu plus tard, soit c'est les concertations nationales qu'on va arrêter un peu plus tôt avec un résultat de toutes les façons nul, parce que d'emblée les résultats visés, c'est-à-dire l'obtention de la légitimité, ne sera pas atteint parce qu'ils n'auront pas de légitimité. Donc, moi, je pense que les trésors publics congolais n'avaient pas besoin de cette grosse dépense. Il suffisait qu'ils fassent les choses dans le règle de l'art, qu'ils convoquent un dialogue national, conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité, avec un facilitateur international. Et ces concertations, ces dialogues nationaux qu'ils auraient dû faire en République démocratique du Congo devaient s'accompagner absolument d'un dialogue national au Rwanda, qui est un pays extrêmement dictatorial. Tel que l'a souhaité aussi le président tanzanien. On aurait dû faire aussi la même chose en Tanzanie. Et en Ouganda. Et en Ouganda, pardon, pas en Tanzanie, en Ouganda. Donc, tant qu'on ne fait pas tout cela, ça ne sert à rien. Ça, c'est une perte de temps. C'est creuser les déficits du budget inutilement. Un mot, Kerwin Maïzo, concernant la diaspora congolaise qui va participer aux concertations nationales. On a vu, moi je voudrais bien qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'est la diaspora, tout en sachant qu'on a déjà fait cette définition, mais plus précisément parce que, est-ce que moi j'ai la réponse, hein, mais je voudrais que tu puisses l'apporter aux personnes qui nous suivent. Est-ce que le fait d'avoir vécu à l'étranger pendant un certain moment et que vous êtes retourné aujourd'hui dans votre pays fait de vous un membre de la diaspora? Je crois pas. Déjà, quand vous sortez de votre pays, vous allez à l'étranger. Vous êtes les citoyens de ces pays à l'étranger. Par exemple, pour notre cas, nous sommes d'abord les Congolais de l'étranger. Exactement. Ensuite, lorsque nous devenons visibles, influents avec notre mode de vie, notre culture, nous devenons la communauté congolaise de l'étranger. Mais lorsque nous envisageons un projet de retour pour rentrer dans notre pays, aller y investir, nous devenons la diaspora congolaise. Okay. Bon, maintenant, la diaspora, ce n'est pas une organisation structurée comme une association avec un président, un secrétaire, un trésorier.
C'est une organisation disparate. Alors, si les gens rentrent au pays pour aller participer au dialogue ou pour aller investir, pour des raisons de commodité de langage, on peut dire oui, bon, il était de la diaspora congolaise. Mais une fois qu'il est rentré, il n'est plus de la diaspora, il est redevenu congolais de l'intérieur. Mais c'est peut-être ça aussi le problème aujourd'hui, c'est de prendre des gens qui sont installés à Kinshasa depuis plusieurs années, 2, 3, 4 ans, même s'ils ont vécu, voilà, même s'ils ont vécu une vingtaine d'années à l'étranger, le fait qu'ils soient résidents aujourd'hui en RDC depuis plusieurs années ne fait qu'ils aient perdu cette qualité. Membres de la diaspora, ils sont devenus les Congolais de l'intérieur. Exactement. Qui ont vécu à l'étranger. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les chaînes de télévision congolaises, c'est tout simplement des gens qui sont allés à la mangeoire. Tout simplement. Et c'est des gens, c'est vraiment dommage. Ici à l'étranger, il n'y a pas eu des assises, on a désigné personne. Serge Ouello, restons sur ce point-là, Kerwin, s'il te plaît. Serge Ouello, est-ce qu'aujourd'hui Serge Ouello peut être considéré comme un membre de la diaspora, oui ou non? Cela dépend de où il a son adresse légale. Est-ce qu'il a perdu son adresse au Canada, sa maison au Canada? On ne sait pas. Non mais je m'excuse, c'est quand même un député. Ça a été un député national qui a été réinstallé au pays. Donc, oui, il s'est réinstallé au pays. Aujourd'hui, il prétend vouloir être gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, je ne crois pas du tout que ce monsieur puisse être qualifié de membre de la diaspora. Du moins, il ne nous représente pas. De toutes les façons, la diaspora n'en a que à faire avec cette histoire-là. Okay. Et je ne sais pas, moi, soi-disant concertation nationale. Donc, si il y va pour son ventre. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur ces combattants, Rex Kazadi, Méthode Moulenda, Pierrot Itela, Nicole Moutolo, cette plateforme avec monsieur Ilunga, Emmanuel Ilunga, toutes ces personnes finalement qui s'étaient prononcées pour aller aux concertations nationales. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque à l'heure où nous parlons, nous n'avons toujours pas eu confirmation de leur départ, confirmation de leur invitation. Ils sont toujours ici en France avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? On est quand même à 3 jours de l'invitation et ils n'ont toujours pas confirmation de leur invitation. On peut dire d'abord le fait qu'ils aient voulu aller participer à ces concertations était une erreur. Et moi, je pense, si j'ai un conseil à leur prodiguer, c'est tout simplement qu'ils avouent cette erreur-là, qu'ils se disent tout le monde peut se tromper, on s'est trompé, c'était une erreur, on reste là et on se bat autrement. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens en Kinshasa leur ont fait miroiter beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Ils sont toujours là, ont-ils reçu leur billet? Non. Ont-ils reçu leur invitation? Nous sommes à 72 heures. Ouais. Ont-ils reçu leur invitation? Non. Même ceux qui sont à Kinshasa, qui leur ont dit de venir, moi je pense que si c'était des gens qui les respectaient, ils ne se comporteraient pas vis-à-vis d'eux comme ils se comporteraient. Ils les traitent avec condescendance et avec peu de respect. Moi, je pense que les autres n'ont qu'à avouer qu'ils ont commis une erreur et puis qu'ils refacent les choses autrement, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette base, ce socle qu'ils avaient de soutien de Congolais de la diaspora ou des Congolais de l'étranger qui avaient, entre guillemets, adhéré à leur thèse ou à leur combat, vont-ils pouvoir encore être reconquis et revenir? Ou le Congolais aussi a la mémoire fragile et oublie vite? Ça va être difficile. Il faut qu'ils fassent un travail de reconquête qui prendra beaucoup de temps. Ça va être difficile pour eux. Un crédit politique, ça prend du temps pour être construit. Mais ça s'est détruit très vite. Et là, croyez-moi, ils ont épuisé leur capital confiance. Ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils retrouvent tout cela. Mais moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est dire, nous sommes trompés, nous allons faire les choses autrement. S'ils commençaient déjà par là, ils peuvent reconquérir le cœur de certains Congolais de l'étranger assez vite. Mais sinon, ils ont perdu le peu de crédit qu'ils avaient. Ils ont perdu du crédit. Kerwin Maïzo, enchaînons avec ce sujet qui peut peut-être encore une fois réveiller les combattants, c'est-à-dire
le retour, en tout cas, le souhait du chanteur JB Piana de remonter sur scène au Zénith de Paris le 21 décembre 2013. Est-ce que ce concert qui est qualifié de concert humanitaire pourra permettre aux autres chanteurs de retrouver les scènes européennes, ou c'est encore une fois une occasion pour les combattants de sortir leurs gros bras et de montrer que c'est eux qui décident du camp et du moment, du camp, de l'endroit, c'est eux qui donnent qui ont la loi. Bon, pour eux, pour les concerts la loi des JB, combattants. Ce n'est même pas un souhait, c'est confirmé parce que les billets sont déjà vendus à la FNAC. La FNAC, c'est un des plus grands groupes de magasins en France, multimédia qui appartient au milliardaire, je pense, François Pinault. Donc, la FNAC vend déjà les billets, ça dit que le concert est confirmé. Alors, la salle est réservée. La salle est réservée. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a eu un petit test il n'y a pas longtemps où on avait organisé un soi-disant concert dit humanitaire. À la fin, avez-vous vu quelqu'un vous dire que le concert a rapporté autant? Nous sommes allés déposer l'argent chez telle personne, chez telle association caritative au Congo? Pourtant, c'était organisé par des combattants. Oui, par certains combattants. Oui, mais voilà. Bah, ils sont combattants, Kerwin. Ceux qui ont organisé le concert humanitaire où il y a eu... N'empêche que, combattant ou pas combattant, on n'a pas vu de bilan. C'est-à-dire qu'on a écrit humanitaire et l'argent n'est pas encore parti au Congo. Et la brèche a été creusée. Là maintenant, JB, il marque concert humanitaire. Oh, c'est un concert commercial. Bah après, les autres vont venir. Hein. Il suffit d'écrire au-dessus concert humanitaire et tout le monde va revenir au nom de l'humanitaire. Et en se servant des populations de l'Est du Congo comme un fonds de commerce. Il suffit de crier viol à l'Est, concert humanitaire, tout le monde vient, tout le monde va se produire et les gens de l'Est n'y verront que du feu parce qu'ils ne verront pas cet argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si les combattants étaient organisés, c'est maintenant parce que ceux qui organisent les concerts déjà, c'est des producteurs, hein? Ce n'est pas des gens qui sont des humanitaires. Un producteur d'origine haïtienne. Ouais, il n'est pas dans l'humanitaire, lui. Lui, il est dans du fric. C'est du commercial. Alors qu'on ne nous dise pas que lui, il est devenu humanitaire brusquement et qui s'inquiète. Parce que lorsqu'il y a eu tremblement de terre en Haïti, le monsieur n'a pas organisé un concert humanitaire pour Haïti. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il est en train de le faire pour JB. Ça, c'est faux. Ce que les combattants vont faire, ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'aller voir les producteurs, de leur expliquer leurs problèmes et ce qu'ils comptent faire. Peut-être que le monsieur va reculer. Bon, pour ce qui est de JB... C'est ça qu'on reproche aux combattants en fait. J'ai suivi des propos de Félix Ouazeko, un autre chanteur congolais, qui lui expliquait que le grand problème que rencontrent les artistes congolais avec les combattants, c'est ce silence. Les combattants vont vous laisser croire que vous allez arriver à votre projet, à la réussite de votre concert. Ils vont vous laisser afficher, annoncer, faire votre promo. Et à la fin, ils vont venir devant la salle pour gâcher votre concert. Alors que si peut-être les combattants venaient en amont expliquer, comme tu le dis, aux promoteurs, aux artistes, ils pourraient peut-être trouver un terrain d'attente. Mais les combattants ne le font jamais. Les combattants viennent toujours pour poignarder. C'est ce que Félix Ouazeko a dit. Le silence des combattants, ce n'est ni par stratégie, ni par quoi que ce soit. Pourquoi ne pas aller voir le producteur directement? Mais pourquoi les combattants déjà se présentent-ils en dernière minute devant la salle? Voilà. C'est parce que avant, chacun évolue dans son coin, ils n'ont pas de stratégie d'ensemble. Mais vers la fin, ils sont boostés par certains combattants, pas tous, ils sont boostés par l'argent qui vient de Kinshasa pour empêcher X ou Y de se produire. Parce que, comme c'est JB qui va venir, croyez-moi, tous les ennemis de JB, ils vont faire des westerns à Kinshasa pour payer les gens ici pour combattre JB. Bon, les gars, ils ne vont pas faire leur western, je vais dire, 3 mois en avant ou 4 mois avant. Ils vont attendre les concerts ce samedi, ils vont envoyer leur western les mardis pour chauffer les esprits. Et je vous garantis que la diaspora étant tribalisée comme elle l'est ces derniers temps,
vous allez voir, les histoires tribales vont sortir. Hein. Les histoires tribales vont sortir. Là, on va commencer à nous raconter des histoires de... Parce que tel et de telle tribu, les musiciens de telle autre région vont venir les combattre. Parce que ce n'est pas lui qui doit être le premier à briser l'embargo. Parce que si on les laissait briser l'embargo, il va beaucoup parler à la télé à Kin. Et c'est eux-mêmes, entre eux les musiciens, ils vont saboter cette affaire. Les combattants, ils ont d'autres préoccupations pour le moment et en dernière minute, ils seront contactés par Kinshasa et ils vont agir en conséquence. Bien que parmi eux, il y a des gens qui agissent par patriotisme et par idéologie. C'est-à-dire qu'ils agissent pour leur pays en disant la musique est devenue un facteur de distraction. On va d'abord mettre la distraction à côté, libérer les pays et reprendre les divertissements. Parce que maintenant c'est la distraction. Si le pays est libéré, ça va devenir un divertissement. Et voilà, mais tout ça, il faut qu'il y ait beaucoup de pédagogie pour expliquer comment que les choses vont se passer. Parce que si JB se produisait, c'est fini. Tout le monde va revenir en Europe. Il suffit d'écrire sur la banderole concert humanitaire. Et ça, c'est se moquer des populations de l'Est du Congo. Alors, mais comment, Kerwin Maïzo, on peut aussi s'étonner quand même et de dire que si aujourd'hui on a besoin de soutenir et d'étouffer une musique qui ne valorise pas la nation congolaise ou les Congolais ou les femmes congolaises, comme cela est reproché aux artistes congolais aujourd'hui avec des danses comme Simekoli, comme Maï, toutes ces danses-là dont on dit aujourd'hui vulgaires, on peut aussi quand même reprocher à ces combattants de ne pas soutenir ces artistes qui, eux, œuvrent pour l'éducation. On a aujourd'hui Lexus Légal qui a un album, tu connais Lexus Légal, Je fais la promotion de cet album. Le rappeur qui a un album 100% pour l'éducation des jeunes enfants, qui aujourd'hui a ça dans sa discographie ou comment dirait, dans son répertoire, même dans son MP3, qui a les chansons de Lexus Légal, qui connaît aujourd'hui Faustin Lié Kinyekou, là, voilà. le grand danseur. Exactement. Qui le connaît? Qui paye des tickets pour aller assister à ces représentations? C'est ça le problème. Moi, je pense que si on devait prendre en considération les critiques vers les chanteurs congolais qui, soi-disant, ils n'ont plus le niveau ou ils ne font pas les choses en tant que leader d'opinion, et ben il y en a d'autres qui devraient être soutenus, investir en achetant leurs DVD, leurs CD, aller à leurs concerts. Mais bizarrement, quand on est sur Internet, nous spécialistes d'Internet, qu'est-ce qu'on constate? Vous mettez une vidéo de Werason, de JB ou de Koffi Olomide, ça vous bat des records de nombre de vues. Mais vous mettez le dernier clip de Lexus, c'est un frère, j'apprécie énormément ce qu'il fait, mais malheureusement les Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cliquent pas, ils ne regardent pas, alors que la créativité, elle est là. C'est ça le problème. Mais ça, c'est un problème de goût. Hein? Si Lexus n'a pas encore réussi à captiver, bien que ce soit un des plus grands rappeurs au niveau de l'Afrique, hein, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'Afrique, c'est l'homme qui compte et qui fait des tournées partout au monde, en Europe, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, où vous voulez. C'est vraiment un grand artiste. Tout comme Rocky Bill et Moby Dick, qui est ici et qui est vraiment un grand rappeur. Mais le problème, c'est question de goût. Les chanteurs congolais, on ne les condamne pas, arrêtons l'hypocrisie, parce qu'ils ont chanté Simekoli ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste des choses. Moi, je me permets juste d'utiliser les arguments. Combattants, oui, les combattants utilisés par les combattants. Non, mais au départ, les combattants sont contre ces gens parce qu'ils touchent l'argent du pouvoir. Arrêtons l'hypocrisie, Kerwin. Les combattants, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à ce que les chanteurs ne puissent plus toucher l'argent du pouvoir, ne puissent plus faire des dédicaces au pouvoir. Ils ont deux choix, ou ils se taisent, ou ils ne font pas de dédicaces. Mais dès là, pendant que le pays est occupé et ils font des dédicaces, vous voyez, dans l'entendement de combattants, c'est quoi? C'est comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, Johnny Hallyday, il prend le micro et il se met à chanter pour le maréchal Pétain et pour la bande à Hitler. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'ils prennent la chose. Ils disent,
Même si vous avez des sympathies pour le pouvoir, taisez-vous au moins. Mais si vous chantez, c'est comme si vous faites de la provocation. Alors, ok, permets-moi de rebondir permets-moi de rebondir là-dessus, Kerwin. Tu viens de dire, si vous avez des sympathies pour le pouvoir, mais au moins taisez-vous. Ok. Ferregola, c'est tu. Fally Ipupa, c'est tu. Qu'est-ce qui se passe pour ces artistes-là? Ils vivent en paix en Europe, mais ils ne se produisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième raison. En Afrique, quand on est en deuil, quand on est endeuillé, on ne fait pas la fête. Ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que les gens ne vont pas comprendre comment eux, ils sont en guerre et il y a la fête. Par exemple, là, on a commencé l'émission parlant de la Syrie. Imagine-toi qu'on se mette à bombarder la Syrie et là, demain, tu vois au Zénith un artiste syrien qui va faire un concert festif. Pendant qu'il y a des morts, ça fait dichotomique. Donc le pays est vraiment en guerre là. Le pays est en guerre, je ne sais pas si on se rend compte. Le pays est en guerre. Je me vois mal, moi par exemple, en train d'aller danser les jours où les obus par exemple tombent à Goma. J'aurais du mal à imaginer d'un côté le deuil à Goma et de l'autre, moi faisant la fête ici à Paris, parce que je suis dans un pays démocratique, avec mes habits tout neufs, en train de savourer le bon son d'une grande salle parisienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les Congolais, finalement, ont perdu cette culture africaine bantou de considérer que lorsqu'on est en deuil, c'est tout ce que tu dis? Puisque aujourd'hui, moi, je te dis, Kerwin, tu laisses les gens libres d'aller au Zénith le 21 décembre. Ça va se remplir. Ça va se remplir. Même pas de la place. Donc, cette culture dont tu nous parles, de l'Africain qui respecte les deuils, qui s'habille en noir pendant 40 jours, n'existe plus. On est devenu égoïste, on regarde notre nombril. Vous savez, il y a la guerre à Goma, mais à Kinshasa, juste à 2000 km, dans le même pays, hein, les gens continuent de faire la fête. Exactement. Donc, tous les petits Ganda, les boîtes sont pleines. Voilà. Et même à la télévision nationale que nous regardons ici, on ne se rend même pas compte qu'il y a la guerre. Exactement. Ici, quand il y a un problème à la télé, on met dans un coin spécial Mandela. On a vu. Oui. Quand on a dit Mandela était malade, oui, il y avait toujours un truc au coin spécial Mandela. Oui, oui, vous avez déjà vu à la télévision nationale un logo, les Congo en guerre, où nous encourageons nos forces armées congolaises. Non, non, pas du tout. Donc déjà à Kin, les gens s'en foutent. Permettez-moi l'expression. À plus forte raison ici en Europe. Alors, Kerwin Maïzo, moi je voudrais... Wow. Ça c'est lorsqu'on conduit. Alors... Avant d'arriver au terme de notre émission, Kerwin Maïzo, je voudrais parler d'un sujet quand même très important. Nous sommes aujourd'hui des personnes qui exerçons sur Internet. Et nous devons quand même, de temps en temps, savoir faire le médiateur ou dénoncer ce qui ne va pas. Il y a eu une vidéo qui est sortie il y a 48 heures à peu près, où on nous a expliqué que c'était des prisonniers congolais en Angola qui étaient victimes de coups de ces militaires angolais. Excusez-moi, l'Angola a dû réagir pour signifier que ce n'était pas des Congolais, que c'était effectivement des Angolais criminels qui étaient en prison. Pourquoi titrer que voici ce que les Angolais font aux Congolais? Voici ce que Kabila refuse de montrer à la télé congolaise. Pourquoi? Quelle est cette manie de la désinformation? Nous sommes là pour informer ou pour désinformer, sachant déjà que l'information auprès des Congolais arrive difficilement. En journalisme, tout comme dans tout autre métier, il y a quelque chose qu'on appelle la déontologie. La déontologie, c'est la science des droits et devoirs de quelqu'un pour exercer un métier. Et en journalisme, si les gens respectaient la déontologie, c'est des choses à pas faire. C'est grave. J'ai dit, ce qui a été fait aux prisonniers angolais est inacceptable. Même un prisonnier, il a droit au respect, à un certain respect. Parce que les droits de l'homme, c'est aussi en prison. Quelques bêtises qu'ils aient fait. Donc, moi déjà, par rapport à ces Angolais, je n'approuve pas les traitements qu'ils ont subis. Ce n'est pas normal, même s'ils sont des prisonniers.
Mais de là à dire que c'est des Congolais. Parce que maintenant, on voit les images de la guerre en Côte d'Ivoire, qu'on attribue au Congo. On voit des images de l'Angola qu'on attribue au Congo. On a vu un accident de véhicule horrible au Nigeria, qu'on a dit que c'était au Congo parce que les routes n'étaient pas bonnes. On a vu des images d'un couple au Kenya, je ne sais pas moi dans quel pays de l'Afrique de l'Est, où on les promenait nus parce qu'ils ont commis l'adultère, et on a dit que c'était au Congo. En fait, ces gens-là veulent faire croire que le Congo est une poubelle où tous les péchés du monde se passent. Ce n'est pas normal. Et s'ils pensent qu'ils vont énerver les gens pour que les gens aillent chasser les pouvoirs en place à Kinshasa, ce n'est pas aussi comme ça que ça marche. Autant mieux essayer de manipuler ceux de Kinshasa que ceux de l'Europe. Parce qu'après, nous sommes couverts de ridicule. Il y a un parti politique de l'Angola qui a réagi. Nous sommes couverts de ridicule. Il y a des gens qui sont spécialistes en manipulation de la vidéo. Et il y a un journal en ligne qui n'a jamais écrit une seule information vraie. Que du mensonge. Du début à la fin, que du mensonge. Et vous mettez dans votre nom les Congo avant. Et puis vous prenez un journal new-yorkais très connu, vous collez le nom derrière. Le Congo est censé devenir un pays respectable. Et l'autre journal new-yorkais est respectable. Donc vous avez composé votre nom. Tout ce que vous racontez, c'est toujours des mensonges, des mensonges, des mensonges. Ce qu'ils font, c'est grave et c'est vraiment déplorable. C'est très déplorable. On reviendra sûrement prochainement sur ce type de... Non, espérons surtout que ça ne va plus se répéter. Que ça va plus se répéter. Et nous reviendrons, Kerwin, la semaine prochaine pour d'autres sujets. Merci de nous avoir suivis. Juste le temps pour moi de remercier ceux qui nous regardent, ceux qui font leurs remarques. Sachez que tous vos commentaires sont lus et on en tient compte. Bon, bien que il y a quelques personnes qui, en guise de commentaires, c'est peut-être des insultes. Ça aussi, nous sommes suffisamment blindés pour gérer. J'aimerais dire merci pour ces conseils à mademoiselle Kaniki Lorette, qui est à Ludwigsburg, en Allemagne. Excuse-moi, j'ai du mal à prononcer le nom de cette ville. Par rapport à vos remarques constructives, nous en tiendrons compte dans les prochaines émissions. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi Parole de journaliste. C'était Kerwin Maïzo et Roger Moussanji. À bientôt. Au revoir. Au revoir.